très heureux de recevoir ce soir, au nom du département et de la maison, Marielle Massé, qui se présente, qui est directrice de recherche au CNRS à Paris, qui enseigne la littérature à l'école des hautes études en sciences sociales à l'ENS, et qui est en ce moment visiting professor au French Department de NYU. Elle a fait quelques stations de métro pour nous rejoindre. Je dis quelques mots très brièvement sur son travail et sa carrière avant de lui répondre plus longuement à la suite de sa présentation. Marielle s'est fait d'abord connaître avec ce livre qui s'appelle Le temps de l'essai, qui est un ouvrage consacré à l'histoire d'un genre en France au XXe siècle. C'est un ouvrage qui a de la thèse en fait, qui est un ouvrage qui a, disons, complètement redistribué les cartes pour la lecture de l'histoire littéraire du XXe siècle. C'est un ouvrage vraiment fondamental pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la littérature française du XXe siècle. Et puis en 2011, Marielle a publié ce livre qui a fait qui a fait parler, disons, on peut dire, dans la belle collection des essais de Gallimard, qui s'appelle Façon de lire, manière d'être, et qui constitue une sorte de déplacement peut-être par rapport au premier, qui est consacré à la lecture, mais à la lecture non pas comme pratique de déchiffrement, comme herméneutique ou comme exégèse, mais comme pratique existentielle, comme comportement, comme conduite, selon sa propre, le lexique que Marielle a elle-même élaboré, s'intéressant donc à la façon dont la lecture donne quotidiennement, la lecture est l'une de ces conduites par lesquelles quotidiennement nous donnons un aspect, une saveur, un style à notre existence. Donc en fait c'est un livre qui était consacré à des lectures de lecteurs, à Proust lecteur, Sartre lecteur, Rancière lecteur, Barthes lecteur, Michaud lecteur, Bourdieu lecteur. Non pas parce qu'il s'agissait de privilégier des grandes figures, mais tout simplement parce que ce sont des lectures dont on a des traces. Voilà, j'aurais l'occasion peut-être d'y revenir là-dessus. C'est à l'occasion de la sortie de ce livre que Marielle a eu le droit à ce portrait très élogieux dans le monde des livres, qu'il a présenté comme l'une des figures intellectuelles de sa génération qui se sont manifestées avec le plus d'éclat. C'était aussi un portrait qui était intéressant non seulement pour les éloges, mais aussi parce que il apparaissait une sorte de passion pour la littérature, confiance dans la littérature aussi. Et donc le dernier, mais disons le troisième en tout cas, de ceux que j'ai prévu, c'est une réflexion plus récente dont tu vas plus ou moins nous parler aujourd'hui, qui est consacrée à la notion de style et qui a déjà donné lieu à un numéro spécial de la revue Critique, dirigé et préfacé par Marielle. Et donc la présentation s'intitule Extension du domaine du style. C'est de cela qu'il va être question aujourd'hui, d'une extension du domaine du style au-delà donc de l'esthétique, enfin au-delà de la littérature, mais même au-delà de l'esthétique et des œuvres. Et c'est de cela que Marielle va nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent. Tu as présenté d'une façon très très généreuse mon livre sur l'essai notamment. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu le sentiment tous les deux d'écrire les deux faces de la même histoire dans nos premiers travaux, les miens sur l'essai, ceux de Vincent sur les rapports entre littérature et anthropologie au début de la constitution des disciplines en France. Lui écrivant la part obscure et moi la part lumineuse de cette histoire des concurrences ou du pas de deux entre littérature et sciences sociales. Je suis très contente donc de prendre la parole ici devant vous et de présenter quelques aspects d'un travail en cours. En fait, ce dont je vais vous parler, c'est le livre que j'espère finir d'écrire sans trop tarder et publier sans trop tarder. Et pour moi, la rencontre d'aujourd'hui, ça va être quelque chose d'important parce que je suis à un moment charnière de cette écriture où je me pose beaucoup de questions sur les enjeux de la démarche que je tente d'adopter. Mon travail, donc, aujourd'hui, consiste à regarder le style comme un outil de compréhension et de qualification
majeure de la vie humaine. C'est donc une sorte de profession de foi. Quand je crois, j'essaye de dire qu'une vie est inséparable de ses formes, de ses manières, de ses gestes, de ses rythmes, et en tout cela de son style, de son effort vers le style, mais aussi que le monde sensible, le monde social, le monde politique, tel que nous le partageons et tel que nous lui donnons sens, ne se découpe pas seulement en individus ou en choses ou en culture ou en classe, mais aussi en style qui articule autrement le réel pour nous, en style d'être, en manière de vivre, qui sont autant d'idées générales de la vie. Et c'est ce sentiment que toute vie est inséparable de ses formes et qu'elle y engage même une grande partie de son sens, qui me conduit à proposer d'étendre le domaine du style. Donc j'en reste à cette blague autour de Houellebecq que j'ai proposée en préface à Critique. Donc étendre le domaine du style et les questions du style bien au-delà du champ de l'art, et à proposer la construction d'une stylistique de l'existence. On pourrait aussi appeler ça une anthropologie du style. Mais proposer une stylistique de l'existence, ça va vouloir dire que j'essaye vraiment de piocher mes outils épistémologiques dans la stylistique, dans les questions, dans les moyens, dans les échelles de la stylistique, telle que par exemple on essaye de la pratiquer en littérature. Alors pour le dire aussi peut-être abruptement, mais par une comparaison dont je ne m'identifie pas, comme disait Barthes au début de sa conférence sur Proust. Enfin non, je ne me compare pas, je m'identifie. Pour le dire autrement, j'essaye de faire avec le style quelque chose d'un peu analogue à ce que Paul Ricoeur a fait avec le récit. C'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur la façon dont on affûte l'idée de ce que c'est qu'un récit, de tout ce que peut être un récit comme forme d'intelligibilité, pour l'appliquer au domaine de la construction des identités individuelles, collectives, etc. Donc il s'agit de proposer un outil littéraire comme instrument critique pour décrire les existences, pour décrire la façon dont un individu, un groupe ou une culture se rapporte à soi-même, à ses pratiques, aux formes et aux enjeux de sa vie, et la façon aussi dont on perçoit d'autres existences, dont on les décrit, dont on les rend communicables ou partageables. Donc c'est d'abord une proposition méthodologique, si on veut. Mais ce n'est pas uniquement une proposition méthodologique, parce qu'il s'agit aussi de comprendre l'historicité de cette question, c'est-à-dire le caractère situé dans l'histoire culturelle, le caractère historiquement déterminé de ce choix de regarder la vie comme un terrain de style, et même comme une chance de style. Parce que si je peux essayer d'esquisser ce geste-là, de faire du style un outil transversal, partagé entre la littérature et les sciences sociales, c'est en fait parce que les mots du style, donc tout le lexique stylistique et les questions du style se sont imposés dans beaucoup de domaines de la culture à un certain moment de l'histoire moderne pour penser la vie, pour la décrire, pour l'évaluer aussi. Et donc je m'appuie d'abord sur le constat d'une diffusion considérable du lexique stylistique et des problématiques stylistiques dans les philosophies de la vie, dans les pensées sociales, depuis le milieu du XIXe siècle, et en fait dans presque tous les aspects du savoir. Alors c'est ce que je vais proposer en guise de pâture en fait à notre dialogue, quelques citations tout simplement où se constate cette omniprésence du problème du style et de son élargissement aux enjeux même de la vie, et quelques réflexions sur la dispersion de ces citations, sur la difficulté qu'il y a à comprendre en quoi on parlerait ici de la même chose. Je passe celle de Balzac, on y reviendra après si vous voulez, puisque je vais rester dans les clous. La première, c'est une citation de Nietzsche, parce que lorsqu'on parle d'étendre le style au domaine de la vie,
C'est la première chose à laquelle on pense en fait. C'est ce que Foucault a appelé une esthétique de l'existence, le désir de faire de sa vie une œuvre d'art et une forme d'exigence héroïque d'égaler la vie à une œuvre. Exigence héroïque qui fait partie, disons, de la longue histoire du dandysme, mais d'un dandysme sérieux qui irait des stoïciens en passant par Baudelaire jusqu'à Foucault. Et cette phrase de Nietzsche est typique et presque caricaturale même de cet art de l'existence. Donner du style à son caractère, voilà un art grand et rare, donc style ici égale art. Celui-là l'exerce, qui embrasse tout ce que sa nature offre de force et de faiblesse, et qui sait ensuite si bien l'intégrer à un plan artistique que chaque élément apparaisse comme un morceau d'art et de raison, et que même la faiblesse ait la vertu de charmer le regard. Donc voilà, se traiter soi-même comme la ressource possible, enfin la matière possible d'une œuvre, et intégrer aussi bien ses forces que ses faiblesses dans l'élaboration de soi comme œuvre d'art. On retrouve en fait le principe de cet art de l'existence dans les derniers textes si célèbres de Foucault. Pardonnez-moi, je vais faire de l'accélérer. Par exemple, mais les exemples sont très nombreux dans les textes des années 80, dans cet entretien avec Paul Rabinov, intitulé « À propos de la généalogie de l'éthique, un aperçu du travail en cours », on y retrouve exactement le même type d'interrogation. Il y aurait à faire une histoire des techniques de soi et des esthétiques de l'existence dans le monde moderne. J'évoquais tout à l'heure la vie artiste, qui a eu une si grande importance au XIXe siècle, mais on pourrait aussi envisager la révolution, non pas simplement comme un projet politique, mais comme un style. Donc on voit bien ici le geste d'extension de la question esthétique, un mode d'existence avec son esthétique, son ascétisme. Je souligne le mot puisque chez Foucault, justement, un art de l'existence est une pratique de l'ascèse, un certain rapport dur à soi-même. Son ascétisme, les formes particulières du rapport à soi et aux autres. Ou encore, citation suivante, d'un mot, on a l'habitude de faire l'histoire de l'existence humaine à partir de ses conditions, ou encore de chercher ce qui pourrait dans cette existence permettre de déceler l'évolution d'une psychologie historique. Mais il me semble aussi possible de faire l'histoire de l'existence comme art et comme style. On retrouve l'équivalence posée par Nietzsche. L'existence est la matière première la plus fragile de l'art humain, mais c'est aussi sa donnée la plus immédiate. Esthétique de l'existence, art, style, mode d'existence, c'est déjà un petit peu différent. Forme particulière du rapport à soi et aux autres. En fait, ce vocabulaire du mode, de la manière ou des façons, on le rencontre dans de tout autre contexte. Et par exemple, au cœur des techniques du corps, le texte de 1934 de Mauss, où il prend une ampleur et une direction de sens très différentes. Il ne va plus désigner un art de l'existence, mais quelque chose comme l'affûtage collectif de gestes, de façons de faire, qui chez Mauss ne désigne plus cet horizon d'une construction idéale de soi, mais l'autorité du social. Je dis bien les techniques du corps, j'entends par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. Il y a lieu d'étudier tous les modes de dressage, d'imitation et tout particulièrement ces façons fondamentales que l'on peut appeler le mode de vie, le modus, le tonus, la matière, les manières, la façon. Et je trouve frappant que Mauss souligne la charge de ce vocabulaire, des manières qu'il transpose dans une compréhension du social. Et on retrouve ce vocabulaire dans la description, là encore, de quelque chose d'apparemment très éloigné, qui est la description des formes de la santé et de la maladie chez Canguilhem. L'état morbide, c'est-à-dire l'état de maladie, est toujours une certaine façon de vivre. C'est une des pensées les plus profondes sur le problème du pathologique que celle-ci. Il y a en nous, à chaque instant, beaucoup plus de possibilités physiologiques que n'en dit la physiologie,
mais il faut la maladie pour qu'elle me soit révélée. La physiologie, c'est la science des fonctions et des allures de la vie. C'est la grande invention lexicale de Canguilhem que d'avoir proposé avec insistance ce terme d'allure pour une description de la vie physiologique. La science des fonctions et des allures de la vie, mais c'est la vie qui propose à l'exploration des physiologistes les allures dont il codifie les lois. La physiologie ne peut pas imposer à la vie les seules allures dont le mécanisme lui soit intelligible. Les maladies sont de nouvelles allures de la vie. Sans les maladies qui renouvellent incessamment le terrain à explorer, la physiologie marquerait le pas sur un sol rebattu. La vie est en fait une activité normative. Normatif est ce qui institue des normes. Façon de vivre, allure de la vie, ici le vocabulaire des formes, des modes, le vocabulaire des manières, qualifie, sans lui accorder une valeur hiérarchique, si vous connaissez le texte de Canguilhem, il y a une réflexion très forte justement sur ce rapport d'horizontalité entre les valeurs de la vie, sans lui accorder une valeur hiérarchique ou une valeur d'écart. Le vocabulaire stylistique donc définit ici la dynamique même de notre vie biologique, de notre vie corporelle, et c'est la vie elle-même qui devient un terrain d'institution de forme. On pourrait en retrouver l'impulsion dans les textes récents de Catherine Malabou sur la plasticité. Déjà deux terrains complètement différents, celui des arts de l'existence et celui de ce qu'on pourrait appeler le comment de la vie, sans idéalisation de valeur, et dans une attention à la création même de différences formelles. Encore un autre exemple, et à vrai dire, ce ne sera pas seulement un exemple, parce que les citations que je vais vous proposer tout de suite, qui sont de Pierre Bourdieu, rendent compte de la façon dont Bourdieu a fixé, et même je dirais un peu confisqué, le sens contemporain de l'expression style de vie. C'est à lui qu'on le doit en fait, le sens que l'on accorde naturellement à la notion de style de vie. Bourdieu était un admirateur de Canguilhem et pourtant son regard est considérablement différent. On pourra discuter bien sûr de cet héritage déplacement. Les styles de vie sont les produits systématiques des habitus qui, perçus dans leurs relations mutuelles selon les schèmes de l'habitus, deviennent des systèmes de signes socialement qualifiés, distingués, vulgaires, etc. Donc une taxinomie, une hiérarchisation très très forte. La dialectique des conditions et des habitus est au fondement de l'alchimie qui transforme la distribution du capital, bilan d'un rapport de force, en système de différence perçue de propriété distinctive, c'est-à-dire en distribution du capital symbolique, capital légitime, méconnu dans sa vérité objective. Et puis je vous donnais aussi une citation issue d'un texte plus tardif. La première, venait de la Distinction en 1979, et la deuxième vient d'un texte sur la domination masculine, où les choses sont dites avec encore plus de force et plus d'antipathie, si l'on veut, pour la notion de style, puisque le style de vie, ou manière de penser, de parler et d'agir, devient une propriété distinctive, emblème ou stigmate. Un style, ce sera encore le cœur de la logique des pratiques, comme chez Bourdieu, dans la théorie des conduites de Michel de Certeau. Ce sera mon avant-dernier exemple. Le vocabulaire est exactement le même. Ce à quoi on cherche à être attentif, c'est la même chose. Comme en littérature, on différencie des styles ou manières d'écrire, on peut distinguer des manières de faire, de marcher, de lire, de produire, de parler, etc. Ces styles d'action interviennent dans un champ qui les régule à un premier niveau, par exemple le système de l'usine, qui va parler de la vie au travail.
mais ils y introduisent une façon d'en tirer parti qui obéit à d'autres règles. C'est là revenir au problème déjà ancien de ce qu'est un art, une manière de faire. Les Grecs à Durkheim, en passant par Kant, une longue tradition s'est attachée à préciser les formalités complexes, et pas du tout simples ou pauvres, qui peuvent rendre compte de ces opérations. Ici, les styles d'action ou les manières de faire ne sont pas liés à l'effet de classement d'emblème ou de stigmate dont parlait Bourdieu. C'est exactement l'inverse. Ce sont au contraire les lieux où l'on va échapper, où l'opération même des façons de faire, des gestes, va permettre d'échapper un tout petit peu à la violence de classement. Et puis, dernier exemple de cette omniprésence du vocabulaire stylistique et des questions de forme dans la compréhension de la vie. Un exemple plus récent, celui d'Agamben, dans toute sa pensée, en fait, de ce que c'est que la vie qualifiée. Une vie qui ne peut être séparée de sa forme est une vie pour laquelle, dans sa manière de vivre, il en va de la vie même. Que signifie cette expression? Elle définit une vie, la vie humaine, dans laquelle les modes, les actes et les processus singuliers du vivre ne sont jamais simplement des faits, mais toujours et avant tout des possibilités de vie, toujours et avant tout des puissances. Alors, pour l'instant, je m'en tiens à cette espèce de patchwork de définition, simplement pour constater que tout ici encourage à étendre le domaine du style bien au-delà de la question de l'art, vers une compréhension des pratiques, des identités et même des formes biologiques de la vie, comme si l'on s'était mis à un certain moment de l'histoire, et je daterais volontiers ce moment de l'œuvre de Balzac, comme si l'on s'était mis à un certain moment à regarder la vie comme une question de forme, mais surtout à la juger à ces formes. Mais ce que je constate surtout ici, en fait, ça n'est pas seulement une omniprésence de ces mots du style, c'est la très très grande dispersion de ces usages. Ou plus précisément, la concurrence, l'impossibilité de tenir ensemble non seulement les significations, mais surtout les valeurs qui sont engagées dans ces différentes visions de ce que signifient les formes de la vie. Qu'est-ce qui se joue dans les formes de la vie? Donc ce qui m'apparaît, c'est que chacun de ces penseurs-là que j'ai cités engage certaines valeurs dans la façon même dont il choisit d'être attentif au comment de la vie. S'il s'agit bien d'une dispersion de valeurs, et pas seulement de sens, alors la pluralité de tous ces usages n'est pas un obstacle, parce qu'au début j'ai été un peu effrayée par cette pluralité. Je me suis dit, bon, cette démarche, cet échafaudage de stylistique de l'existence que je tente n'a pas de sens, c'est une impasse. Ces mots du style n'ont pas la possibilité d'accéder au statut de concept, au statut d'outil partageable. Mais je me suis ravisée récemment, à vrai dire, et j'ai retrouvé confiance dans mon sujet parce que justement j'ai pensé que cette dispersion de valeurs, et pas seulement de signification, était le noyau de ma question. C'était le noyau du problème du style. La façon dont on décrit les formes de la vie m'apparaît en fait maintenant, et c'est ce que je veux proposer comme thèse globale, disons, dans ce projet, m'apparaît comme un lieu de conflit, un lieu de conflit sur ce qui vaut la peine. Ce qui vaut la peine, soit qu'on s'efforce, qu'on s'y efforce en tant qu'individu, si je me place du point de vue des acteurs, comme on dit, soit ce qui vaut la peine qu'on le regarde comme savant, soit pour le défendre, soit pour l'accuser, soit pour le défendre comme Certeau, soit pour l'accuser comme Bourdieu. Dans les seuls exemples que j'ai donnés, on a affaire à il me semble, un ensemble de véritables conflits de valeurs. Je l'ai dit, mais je reviens un petit peu sur ce patchwork de citations. Avec Nietzsche et Foucault, le style nommait un idéal d'accomplissement éthique et esthétique, un horizon de subjectivation héroïque, souveraine, dans la longue histoire du dandysme, comme je le disais. Chez Bourdieu, ça n'avait rien à voir.
c'était une catégorie de classement et d'autoclassement qui est en fait le nom même de la violence sociale, de sa naturalisation, de la diffusion des phénomènes de domination jusque dans la vie sensible, jusque dans la vie des gestes. Et puis à l'inverse, chez Certeau, qui a eu un vrai dialogue avec Bourdieu de ce point de vue, les mots du style, style, manière de, façon de, sont presque de façon oppositive un outil de dévoilement des chances qu'on a d'échapper au classement, des façons dont on peut prendre des libertés à l'égard des codes, dont on peut esquiver par un léger infléchissement de ces manières de faire, les contraintes et les forces de domination. Et puis chez Canguilhem, chez Mauss ou chez Agamben même, alors qu'il s'agit de régions très très différentes du savoir, il me semble que c'est l'adoption d'un regard entièrement modal sur la vie, on pourra revenir sur cette idée d'un regard modal, sur la variété intrinsèque de la vie, la variété non distinctive par rapport à Bourdieu, non classable, sur la vie comme espace d'institution de différence. Et ce qui me frappe surtout, c'est que dans tous ces cas-là, les mots du style sont très fortement marqués. Ce sont de bons ou de mauvais mots, ce sont des mots sympathiques ou des mots antipathiques. Richard Rorty avait parlé de ce qui constitue le vocabulaire final d'un auteur ou d'un théoricien, en disant ce sont des mots au-delà duquel le débat n'est plus possible, on entre dans le royaume de la violence. Il me semble que le mot style, les mots façon, les mots manière fonctionnent un petit peu comme ça. Dans les textes que j'étudie, ils fonctionnent toujours comme mot de la fin, rarement explicité, comme le mot même où se dépose l'essentiel d'une théorie de la pratique. Et comme le mot, en fait, où se cache un combat fondamental sur les valeurs. Donc c'est ça que je voudrais mettre en avant maintenant. Pas seulement l'omniprésence de ce type de questions dans la culture moderne, mais aussi le fait qu'on a affaire là à un vocabulaire très opaque, fétichisé, adoré et détesté, dont il faut surtout comprendre le caractère conflictuel. Voilà, donc j'essaye de montrer ça, que le vocabulaire du style est peut-être un de nos vocabulaires de la valeur les plus efficaces, d'autant plus efficace dans nos échanges savants qu'il est très très peu explicité. Vocabulaire de la valeur, parce qu'il me semble que quand on parle du style, de manière de faire, de façon, etc., d'allure, il me semble que on indique qu'on n'est pas en train de parler seulement des formes, du comment de la vie, on est en train de parler des formes qui comptent pour nous, des formes auxquelles les sujets ou celui qui les observe peuvent tenir ou veulent tenir. Donc voilà, tout mon travail consiste à ne pas regarder ces expressions façon de, manière de, comme des formules inertes, comme ce qu'on appelle des mots grammaticaux dans la stylistique, mais comme un lexique qui est d'emblée et nécessairement chargé de partis pris éthiques, anthropologiques, politiques. Et il me semble que c'est souvent dans ce lexique que s'expose le cœur d'une théorie de la pratique. Et si je peux encore prendre 2 minutes, je parle depuis déjà 30 minutes, si je peux prendre encore 2 minutes, donc dans cette idée que j'essaye de montrer que à travers ces formulations, chaque penseur nous indique ce à quoi il faut être attentif. Je disais tout à l'heure, soit pour le défendre, soit pour l'accuser. Et il faut ajouter que moi je suis une spécialiste de littérature, donc de quoi je me mêle en allant regarder les textes de sciences sociales. Donc vous avez compris, je n'essaye pas de poser une question stylistique au texte, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas à l'écriture de Bourdieu ou l'écriture de Certeau. J'essaye de débusquer chez eux une stylistique de l'existence. Et pourquoi est-ce qu'un littéraire peut avoir un point de vue légitime sur ces questions?
là, peut-être, on pourra revenir à quelque chose qui fait l'unité un peu de mon parcours à moi. Si je suis littéraire, c'est parce que je me sens spécialiste des formes, spécialiste du sens qu'il y a dans les formes, spécialiste des textes qui prennent en charge la question du comment. Pour moi, ce qui m'intéresse dans la littérature et chez les écrivains, c'est ça, c'est les écrivains qui se sentent responsables des formes, responsables d'une réflexion sur la rythmique de la vie sociale. Par exemple, chez Baudelaire, dans les derniers textes de Baudelaire, quand Baudelaire était en colère avec la vie moderne, et par exemple dans ses textes sur Bruxelles, sur la pauvre Belgique, dans les notes qu'il a prises au cœur d'un voyage vraiment enragé dans une société nouvellement démocratique qu'il ne pouvait pas supporter, ce à quoi il était en permanence attentif, c'était au rythme du pas dans la rue, au mode de côtoiement, aux façons d'apparaître des sujets. C'était à ça qu'il voulait être attentif, c'était de ça qu'il souffrait. Donc voilà, pour moi, quelqu'un qui est spécialiste de littérature, c'est quelqu'un qui veut regarder ça, et pas seulement dans les textes, mais aussi dans la vie. Et un écrivain, enfin les écrivains qui m'importent le plus, je me permets de parler comme ça à la première personne, parce que je pense que c'est un petit peu l'objet de ce type de rencontre. Pour moi, les écrivains qui m'importent le plus, c'est ceux qui ont le talent d'être blessés par des formes. C'est des gens justement comme Baudelaire, ou comme Michaud, ou comme Pasolini, ou comme Rilke, des gens qui souffrent du comment de la vie, qui sont habités par le désir de voir ça. Et donc voilà, pour moi, un regard de littéraire, c'est le regard de quelqu'un qui veut voir ça, qui essaye d'affûter la définition même de ce qu'est et de ce qu'engage un style. Et les textes littéraires dans mon projet, on pourra peut-être regarder tout à l'heure les deux que j'ai apportés, Balzac et Michaud, surtout Michaud en fait. Les textes m'apparaissent comme les lieux où se pratique patiemment cette qualification du comment de la vie, où un écrivain ne vient pas avec une anthropologie préalable, et il entre dans une tâche de description, dans une tâche d'expression, qui est en quelque sorte l'ouverture de la scène des formes. Et c'est ça qui me paraît, pour les sujets que j'essaie de mettre en avant, c'est ça qui m'apparaît comme la leçon de la littérature. Voilà.